Damy, vous êtes spécialiste de l'insuffisance cardiaque et un grand spécialiste de l'amylose cardiaque. Alors, pouvez-vous nous dire, nous cardiologues, quels sont les signes qui vont nous pousser à chercher une amylose cardiaque chez un patient en insuffisance cardiaque? Alors, il faut voir, donc, bien sûr, l'amylose a été sous-estimée en termes de prévalence dans l'insuffisance cardiaque. Elle est vraiment beaucoup plus présente qu'on ne le pensait. Et donc, ce n'est pas forcément devant l'histoire cardiologique du patient, parce que ces patients, ils sont insuffisants cardiaques, ils ont souvent eu toute une histoire cardiologique de FA, de flutter, de choc, de pacemaker, etc. Et ça va être tout d'abord la première chose que l'on fait lorsqu'on a un patient insuffisant cardiaque, c'est l'échographie, et donc regarder si le patient a une échographie. Et ce qui va être surprenant, c'est l'épaisseur du myocarde. Je parle d'épaisseur, parce que cette épaisseur qui est, on peut dire aussi hypertrophie, mais c'est une épaisseur est liée en fait va être augmentée et est liée à l'infiltration du myocarde par les dépôts d'amylose. Donc finalement, c'est insuffisance cardiaque avec hypertrophie du myocarde, entre guillemets, puisqu'il s'agit d'un épaississement du myocarde. Là, il va falloir se réfléchir et se dire, mais est-ce que ce n'est pas une amylose? Et là, aller rechercher les signes en fait qui peuvent évoquer cette amylose. Donc ça prédomine chez les patients insuffisants cardiaques qui sont âgés. Et puis rechercher donc les signes à l'électrocardiogramme sont peu spécifiques, mais on peut avoir des ondes Q à l'électrocardiogramme, mais qui ne correspondent pas à un infarctus, mais au dépôt d'amylose qui vont mimer l'infarctus. Et puis ce qui va nous aider, c'est les signes extracardiaques. Et ces signes extracardiaques qui vont dépendre en suivant le type d'amylose. Mais dans les amyloses à transthyrétine sauvages, dites séniles, qui sont les amyloses qui sont les plus fréquentes chez le sujet âgé, on va retrouver toute une histoire d'infiltration amyloïde, principalement donc au niveau des téguments, au niveau des canaux carpiens, au niveau des ligaments musculaires comme le tendon du long biceps, où on peut avoir des ruptures du tendon du long biceps, des canaux carpiens, une maladie des doigts à ressaut, une surdité des canaux lombaires étroits, et tous ces signes en fait qui surviennent généralement avant l'atteinte cardiaque, puisque ces signes vont du point de vue de l'histoire arriver avant l'atteinte cardiaque, sont présents quand on voit le patient au cabinet avec une insuffisance cardiaque et une hypertrophie du myocarde. Donc ça, c'est les premiers signes qui doivent faire évoquer l'amylose à transthyrétine sauvage. Puis après, pour l'amylose à transthyrétine héréditaire, surtout au Maroc, ça va être le fond génétique du patient et son origine éventuellement d'Afrique subsaharienne, où on sait que dans cette population, il y a à peu près 4% de la population qui est porteuse de la mutation. Donc c'est une population normale en fait, de sujets normaux qui ont une mutation qui peut donner une amylose à transthyrétine. Donc si le patient est d'origine subsaharienne et a une insuffisance cardiaque avec un épaississement du myocarde, c'est probablement une amylose à transthyrétine. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a l'amylose AL, qui est notre terreur, l'amylose AL qui nous a été enseignée à l'université quand on était encore étudiant, qui est assez rare, mais qui a un pronostic qui est redoutable. Et là, les signes qui sont le plus fréquents dans les amyloses AL, dans les atteintes extracardiaques, ça va être l'augmentation de la taille de la langue, qu'on appelle macroglossie, les ecchymoses préorbitaires. Et on peut avoir aussi les canaux carpiens, mais là, dans ce contexte-là, généralement, tous les signes surviennent dans l'année où arrive l'atteinte cardiaque. C'est une maladie qui est très évolutive. Et donc, vous voyez, en fait, ces red flags, ces drapeaux rouges qui sont les signes extracardiaques, il faut les rechercher, mais aussi voir quelle est la chronologie et le déroulé. Et l'agressivité de la maladie témoigne soit d'une chronologie sur des dizaines d'années, comme dans l'amylose à transthyrétine sauvage, soit dans une chronologie très ramassée dans le mois, dans les 6 mois, qui est l'amylose AL, avec un patient qui arrive généralement dans un stade très grave d'insuffisance cardiaque avec un développement rapide. Et est-ce que ce diagnostic a vraiment un impact sur notre prise en charge thérapeutique? Est-ce qu'on doit modifier notre prise en charge sur le plan insuffisance cardiaque? C'est pour moi qui maintenant travaille sur cette maladie depuis 12 ans, je suis un suffisant cardiologue, je peux vous dire que la prise en charge de ces patients est totalement différente d'un patient insuffisant cardiaque classique. On voit dans l'insuffisance cardiaque, maintenant on avance sur les thérapeutiques, on demande les fameux 4 médicaments, les 4 fantastiques, sacubitril, valsartan, bêta-bloquant, anti-aldostérone et JLT2 maintenant. Mais le problème en fait, c'est que au moins 2 de ces médicaments dans ces 4 fantastiques, voire 3, vont aggraver les patients. Et donc les bêta-bloquants, ça va les aggraver parce qu'il s'agit d'une cardiopathie restrictive où le myocarde en fait va s'hypertrophier et donc le volume d'éjection systolique va s'effondrer et la seule chose qui permet de maintenir le débit cardiaque, c'est la fréquence cardiaque. Donc quand on met un bêta-bloquant à ces patients, on va diminuer l'inotropie, diminuer la fréquence cardiaque et donc on va leur effondrer le débit cardiaque tout en aggravant les troubles conductifs. Donc les bêta-bloquants, ils tuent les patients. Donc vous voyez l'intérêt de faire le diagnostic, c'est déjà d'adapter notre traitement cardiologique. Quant au sacubitril valsartan, en fait, dans le sacubitril valsartan, il y a le sacubitril qui est un inhibiteur de la NEP et cet inhibiteur de la NEP pourrait diminuer la dégradation spontanée des fibrilles par le corps humain. Et donc, il
il permettrait finalement d'aggraver également la maladie, plus son effet hypotenseur, et c'est pour ça que les IEC et les ARA2 ne sont pas recommandés parce que ces patients ont souvent aussi une dysautonomie liée à l'atteinte neurologique du système nerveux autonome. Donc il y a un intérêt, il y a aussi l'intérêt de les anticoaguler plus précocement et puis de les appareiller avec un pacemaker plus rapidement parce que ces malades, quand ils vont passer en BSA du 3e degré ou en BAV du 3e degré et qui se retrouvent à 30 par minute, eh ben, ils peuvent mourir ou avoir un choc cardiogénique gravissime et ne pas arriver à l'hôpital. Et donc, on va avoir tendance à les appareiller plus rapidement sur des troubles conductifs comme un BAV1 avec un bloc. On va les appareiller plus rapidement, ce qu'on ne ferait pas, bien sûr, chez un patient en insuffisance cardiaque classique. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie.